Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 120e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde. Merci pour votre fidélité, merci d'être présent à ce rendez-vous. Alors on va commencer sans transition parce qu'on a énormément de points à voir. On va parler tout d'abord de l'Ukraine, hein, parce que c'est l'actualité vraiment la plus brûlante. Et on va essayer de ne pas passer autant de temps que précédent Citrep parce que ça nous a été reproché par certains internautes qui voulaient en savoir plus sur la Syrie et le Moyen-Orient. Mais on ne peut pas faire l'impasse parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. On va parler notamment de ça. Alors le rôle de Tout à fait. l'Ukraine, tu en parlais comme d'une sorte de laboratoire, Alors, un laboratoire des printemps arabes, notamment pour le recrutement d'activistes. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu fais ce pas? bonjour à tout le monde. Dans ces temps difficiles et graves, je dirais, au niveau de l'échelle à l'échelle de la planète, il est important effectivement de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Que d'abord, la Russie a riposté aux différentes agressions de l'OTAN en Ukraine déjà, mais aussi en fait une partie de sa riposte, de sa protection, c'était en Syrie, et que entre les deux, il y a une véritable connexion, je dirais, un véritable parallèle à faire. Nous, d'abord, l'Ukraine, en fait, l'OTAN avait promis, on l'avait dit déjà dans les derniers Citrep, que l'OTAN avait promis à la Russie comment dire, de ne pas s'étendre, d'abord de se dissoudre, deuxièmement de ne pas s'étendre sur les pays de l'Est, et puis que, de toute façon, il était important qu'on avance vers des rapports de coopération intelligents entre l'OTAN et entre les pays occidentaux et la Russie. D'ailleurs, il est important de noter que jusqu'à aujourd'hui, la Russie, malgré toute cette campagne de diabolisation de la Russie, du président Poutine, etc., à chaque fois qu'un responsable russe parle, il parle de nos partenaires occidentaux, il ne parle pas de nos ennemis. Alors que les Américains parlent en termes d'ennemis, que l'OTAN parle en termes d'ennemis, que l'Union européenne, complètement soumise aux Américains, parle en termes d'ennemis, qu'ils sont à deux pas d'envoyer des troupes, hein, et à défaut d'envoyer des troupes, en fait, ils arment de manière complètement démesurée et horrible l'Ukraine et les forces de Zelensky. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zelensky s'appuie sur des forces néo-nazies, en fait, hein, qui sévissent dans le pays depuis 2014. Alors là-dessus, je voudrais vous rappeler que aussi en Syrie, on commence à ce mois de mars 2022, la 12e année de guerre contre la Syrie, 12e année de résistance du peuple syrien, et cette agression qui a été menée par l'OTAN aussi, par hordes sauvages et par mercenaires interposés, qui ont tenté effectivement d'asservir la Syrie, de mettre à l'intérieur de la Syrie, ou à la tête de la Syrie, des valets qui se couchent devant leur position, et de ce fait, comme ça, les États-Unis et l'OTAN pouvaient garantir leur suprématie sur l'ensemble du Moyen-Orient, sur tous les pays et peut-être aussi sur le monde. Bon, donc, Alors, le parallèle justement, donc, tu disais, tu avais cette expression en préparant cette interview, que finalement l'Ukraine ça a été un laboratoire pour les printemps arabes, notamment sur le recrutement d'activistes. absolument, Est-ce que tu peux... j'avais absolument, noté plusieurs tout à points fait, dans ce que tu disais. Il y oui. avait la communication, on peut parler de propagande, tout ce qui était formation, donc la formation des activistes à tout ce qui est communication, et donc notamment la communication numérique, c'est très important mais pas uniquement, la communication de rue également. Donc tout ce qui est manifestation, organisation de manifestations et finalement d'un mouvement de révolution citoyenne qui est là pour prendre le pouvoir, pour prendre des villes, par des occupations notamment.
Et puis donc probablement un entraînement militaire également. Donc est-ce que tu peux parler de ce Absolument. parallèle? Alors, ce que je voudrais dire quand même qu'au début des troubles en Syrie, on a déjà, l'Occident a tenu un discours qui était complètement fou, du style, bon, ce sont des manifestants démocrates, alors qu'ils ont commencé par tuer des forces de sécurité syriennes, qui ont commencé par tuer aussi les élèves de l'académie militaire, aussi de manière complètement ignoble, en les découpant, en les jetant dans leur honte. Tout ceci a été occulté, et puis ces mêmes gens, ils étaient appelés des combattants de la liberté, de la démocratie, qui s'opposaient à Bachar al-Assad. Alors, si je peux préciser juste, il y a eu quand même un documentaire en langue française qui a été très courageux à l'époque, qui est passé sur Un œil sur la planète, sur France 2, je crois, si je me trompe pas, et qui parlait donc de la série Le Grand Aveuglement, je crois que c'était le titre du documentaire. Il y avait plusieurs documentaires, et il y en avait un qui montrait bien que les premières violences, eh bien, finalement, ce sont les forces de sécurité dans les petites villes en Syrie qui en avaient fait les frais. Qui étaient victimes. Des violences, donc soit de manifestants, soit de gens qui avaient infiltré les manifestations, peut-être, plus probablement aussi. Alors, ça, c'est un premier point, un premier parallèle, je dirais. Et puis, pendant ce temps, en France, moi, j'y ai assisté, donc je peux dire que Alain Juppé avait réuni effectivement des représentants de ces activistes, entre guillemets, à l'Institut du monde arabe, avec l'ensemble aussi des représentants du Quai d'Orsay et des représentants de la représentation diplomatique de la France dans tous les pays arabes, avec donc des activistes de la Libye, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Syrie et du Yémen. Et en fait, mais aussi il y avait Al Jazeera, et comme par hasard, il y avait le ministre de la communication, en fait, le ministre de l'information jordanien, et Al-Hurra, qui sont vraiment, bizarrement, les organes quand même de Qatar et de l'Arabie saoudite en arabe. Comme progressiste, on peut faire mieux, à mon avis. Et donc, tous ces activistes, ils ont dit, bon, nous, on était, on est pour la démocratie, on était actifs sur Facebook, nous avons été contactés par des gens qui nous proposaient des bourses d'études en Ukraine, et donc des stages en Ukraine, et avec une bourse. Donc, en fait, effectivement, nous sommes allés en Ukraine. En Ukraine, nous avons étudié avec nos maîtres des moyens de propagande, les moyens comment faire la révolution, comment se faire accepter par la population, comment entourer les villes par les campagnes, comment infiltrer les campagnes et rentrer dans les villes, et puis comment faire des vidéos de propagande rapide, etc. Les faire, et puis, bon, bah, peut-être autre chose, hein. Mais en fait, tous ont dit, quand on est rentré, on a appelé aux premières manifestations, nous étions très étonnés, parce que nous, on avait deux, trois personnes qui nous suivaient. On était très étonnés que tout d'un coup, il y avait des centaines de personnes. Nous nous sommes rendus compte que nous étions aussi liés avec nos maîtres qui nous ont instruits, nos instructeurs en Ukraine. Donc, il y avait des centaines de personnes qui sont descendues dans les manifestations. Si je peux me permettre, voilà, ça, on peut se douter, hein, même si on n'a pas forcément de preuves, mais on a quand même des éléments de preuve avec Snowden, les révélations de Snowden. On peut se douter que si des gens comme toi ou comme moi et bien d'autres sur Internet en Occident, eh ben on est shadowbanné, c'est-à-dire censuré de manière insidieuse par les algorithmes de YouTube, de Google, de Facebook, de Twitter et compagnie, on peut se douter qu'à contrario, des gens qui sont un peu aidés
par la CIA et par des organismes comme ça, eux, ils sont très favorisés, au contraire, par les algorithmes, et que du coup, des gens qui ne sont pas très représentatifs au niveau de la population, qui n'ont pas vraiment de prise avec le réel au niveau local, tout à coup, par un effet à la fois la propagande, mais amplifié par ces algorithmes qui leur sont peut-être sans doute très favorables, eh ben, ils arrivent à mobiliser du monde. Et ils ont une visibilité, parce qu'ils ont une visibilité anormalement grande. Pardon, j'étais un peu long. Tout à fait. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, parce qu'un de ces membres de la dite opposition, que je ne veux pas appeler opposition, mais des traîtres, hein, il m'avait dit un jour, de toute façon, à chaque fois que je dis une phrase violente contre l'État syrien, j'ai des centaines de demandes d'être acceptées sur Facebook, des demandes d'amitié sur Facebook, des centaines, voire des milliers. Donc c'est quelque chose, ça veut dire que ce que je dis plaît à beaucoup de gens. Mais effectivement, beaucoup de gens, pas à l'intérieur du pays nécessairement, mais c'est... Voilà. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est favorisé, alors que les autres sont occultés. Alors là, je voudrais dire quand même, dans ce jeu, donc déjà, je pense que l'Ukraine était effectivement le laboratoire de tout le printemps arabe. D'ailleurs, hier, j'écoutais aussi un témoignage de responsables de la DGST, DGRI en France, en fait, qui disaient, bon, voilà, on a fait ci, on a fait ça, etc. Donc, ça, c'est clair. Et puis, il y a eu toutes les révolutions colorées, finalement, qui ont été précurseurs aussi des révolutions arabes. Et il y en a eu les révolutions de couleur, en Ukraine, effectivement, en 2004. en Géorgie, c'est en fait à la fois donc au Moyen-Orient et dans les Balkans. Je voudrais quand même rappeler l'histoire du Kosovo, l'histoire de la Yougoslavie, etc. Enfin, tout ça, c'est des explosions dues à l'activité néfaste de l'OTAN et des États-Unis. Le deuxième point, en fait, sur lequel ils agissent, c'est aussi au-delà des false flags et au-delà de ces fausses manifestations et fausses... il y avait aussi la propagation de fausses informations du style de vraies fausses informations. C'est-à-dire, ils font un massacre et ils mettent le massacre sur le dos de l'État syrien. Et là, en 2012, ça a été le massacre de Houlé. Et qu'il n'y a pas eu de massacre à Houlé, puisque les personnes qui ont été massacrées, c'était des gens qui s'étaient présentés aux élections locales et qui venaient d'être élus. Le monsieur, et lui et sa famille, toute la famille a été massacrée. Ils ont mis tout ça sur le dos de l'État syrien. Et tout de suite après, il y a eu donc après cette propagande fausse, cette fausse propagande. Je ne peux pas l'appeler propagande, cette fausse histoire en fait créée de toutes pièces, parce qu'ils ont commis le crime et ils mettent le crime sur le dos de celui qui les a subis. C'est ça le point. Et donc, suite à ça, tous les États européens, tous les États occidentaux ont retiré leur représentation de la Syrie. Il y a eu, dès le début aussi, donc, on a retiré les médias syriens de tous les satellites. Je vous rappelle quand même que c'est exactement ce qui a été fait pour RT et Sputnik en Europe, là, par Madame van der Leyen, qui n'a absolument aucune représentativité populaire et aucune consultation, en fait. Hein. Il y a eu donc aussi une commission d'enquête de la Ligue arabe qui a été faite pour montrer que la Syrie a bien respecté ses engagements en libérant les prisonniers politiques, elle a bien retiré les chars en dehors des villes, qu'il n'y a jamais eu de tuerie au niveau des manifestations, qu'elle a bien autorisé les manifestations pacifiques et que effectivement elle serait prête à lever l'état d'urgence. Je vous rappelle quand même que nous en France on est en état d'urgence depuis 2 ans, en état d'urgence sanitaire soi-disant.
Donc, et c'est tous les états d'urgence se ressemblent, mais personne n'a pipé mot sur l'état d'urgence. Alors, pour le parallèle, il y a également le parallèle dans la diabolisation entre Bachar al-Assad et Vladimir Poutine, parce qu'ils sont, ils ont tous les deux été très fortement diabolisés. Il y a également cette fameuse phrase, il va tomber rapidement, on rappelle de ça pour Bachar al-Assad. En quelques semaines, il va tomber, 2-3 mois, allez, quelques semaines. Là, pareil, on dit de Poutine que sa guerre elle s'enlise, alors que visiblement, quand on regarde les cartes, même si c'est pas une guerre aussi éclair que certains l'affirmaient au départ, en tout cas, il y a une progression qui est quand même nette et régulière, une progression des troupes. Il n'est pas populaire aussi, ça c'est le troisième point qui est très important, donc, que je te demande de commenter, c'est il n'est pas populaire auprès des siens. Donc Bachar al-Assad n'était pas populaire, censé ne pas être populaire auprès des Syriens. De la même manière, on dit que Vladimir Poutine ne serait pas populaire auprès des Russes. Donc ces 3 points, est-ce que tu peux les commenter? Donc la très forte diabolisation, des fois sur des points rocambolesques. Vraiment, c'est nos limites dans la propagande, dans ce qui est censé être la grande presse et les grands médias. Donc le deuxième point, c'est il va tomber. Et le troisième point, c'est il n'est pas populaire. C'est un peu lié. Oui, c'est ça. Et c'est un dictateur et c'est un tyran. Alors là, il tue son peuple. C'est ça aussi. C'était tout le temps le truc. D'ailleurs, c'est exactement le parallèle. C'est Poutine tue les Ukrainiens. Alors, il tue aussi les Russes du Donetsk et du Donetsk et du Donbass. En fait, on voit les parallèles, mais d'un autre côté, j'aurais voulu quand même rappeler aussi qu'ils avaient mis le paquet sur le fait que d'abord, on isole la Syrie, les rapports qui étaient favorables par la commission d'enquête de la Ligue arabe, qui a été le rapport a été favorable parce qu'ils ont été partout en Syrie, ils ont bien fait une enquête, etc. D'ailleurs, je voudrais revenir au témoignage du professeur Ahmed Mennahi, qui en faisait partie, qui nous a expliqué exactement comment il l'a expliqué à l'ONU à plusieurs reprises, et qui a dit qu'il fallait répondre à ces 4 questions, et par toutes ces 4 questions, nous, on avait la réponse juste, et on s'était éparpillé dans l'ensemble des régions de la Syrie. On faisait le point tous les soirs et on recoupait tout ce que les gens ont dit. Effectivement, on a mis tout ça dans un rapport qui n'a jamais été ni lu, ni traduit, ni accepté par la Ligue arabe. Et immédiatement, donc, comment il s'appelait, le représentant du Qatar à la Ligue arabe qui a poussé d'ailleurs, parce que cette session-là devait avoir devait être présidée par la Palestine, et en fait le Qatar a poussé les Palestiniens à leur céder la place dans la présidence, le Qatari, et donc il a tout de suite refusé tout ça, et donc a appelé à boycotter la Syrie et à internationaliser le conflit, le problème. Donc, tout de suite, il y a eu donc retrait de toutes les représentations diplomatiques de tous les pays occidentaux. Les avions syriens ne pouvaient plus atterrir dans les pays occidentaux, chose qui est encore appliquée jusqu'à maintenant, je vous signale, parce que ça a été les premières sanctions qui ont été appliquées pour étouffer le peuple syrien et pour occulter sa voix. Bon, malgré tout, le peuple syrien a résisté. Il a résisté vraiment, et le peuple a soutenu son armée. Il y avait aussi la diabolisation de l'armée syrienne. J'ai oublié de vous le dire, où il disait c'était l'armée qui tue le peuple et l'armée qui fuit et l'armée qui a une sorte de créer le mépris de l'armée arabe syrienne.
Alors que c'est cette armée qui résiste depuis 12 ans maintenant. Justement, avant qu'on parle justement de ce qui a permis la résilience, la fameuse résilience syrienne, j'aimerais qu'on termine avec le parallèle, parce que c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire, l'histoire des vols aériens, enfin des liaisons aériennes. Il y a la même chose qui se passe pour la Russie. Un autre point que j'avais soulevé, c'était les sportifs et les artistes. En disant qu'il y a en ce moment une très très forte mise au banc des sportifs russes et des artistes russes. Ça va très très loin, on parle même les chats russes qui sont interdits de certaines compétitions, enfin ça devient ridicule. Et surtout, donc toi tu vas nous parler de ce qui s'est passé en Syrie pour les sportifs effectivement, et les en artistes. Syrie, c'était les sportifs de haut niveau étaient visés, et, ils ont été tués carrément. Des étudiants ont été tués sur les bancs de la fac. Des chercheurs importants, parce que le ministère aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche a été particulièrement touché. Et donc, des laboratoires de recherche ont été carrément détruits. Des grands chercheurs ont été assassinés. Même des sportifs et certains grands aussi artistes ont été menacés et en plus alors ajouter au fait que le média qui s'appelle Al-Akhbariya Souriya, c'est Syria News en fait, qui a été carrément attaqué. Leurs locaux ont été attaqués par des bombes, tout a été perdu. Il y a eu 12 morts quand même parmi le personnel, les communicateurs, les responsables de programmes. Tous les locaux ont été détruits. Je peux en témoigner parce que j'y suis allé en 2015. Effectivement, on nous montrait des endroits où les roquettes étaient tombées. Des fois, ça tombait dans le jardin, enfin dans un parc, mais des fois, c'était. Et tous ceux qui agissaient dans les médias, tous ceux qui étaient dans les médias officiels étaient menacés de mort, menacés dans leur famille, menacés dans. Donc, vraiment, c'est occulter la Syrie. Alors, pendant ce temps, effectivement, on peut dire quand même qu'en 2012, il y a eu des élections du nouveau Conseil du peuple, en fait, des élections et puis en 2014, et puis il y a eu une nouvelle constitution qui a été écrite et qui a été validée aussi par un référendum de la population. Et il y a eu les premières élections du président dans lesquels le président Assad a été aussi réélu, 2014, et puis là on vient d'avoir les autres 2020. On a eu aussi les nouvelles élections. Donc toutes les je dirais les échéances institutionnelles et constitutionnelles ont été respectées en présence d'observateurs internationaux. C'est même mieux que respecté, Issar Midani, excuse-moi de te couper à nouveau. C'est également, elles ont été améliorées, puisque la Constitution a été améliorée, puisqu'il y a eu des élections qui n'avaient jamais eu lieu, qui ont eu lieu, etc. Juste pour clore sur cette histoire de parallèle, ça me semble très important de le souligner, même si ça nous paraît parfois évident à nous deux, tellement on le voit malheureusement au quotidien dans plein d'affaires, mais c'est le double standard, c'est le 2 poids 2 mesures, parce que là on le voit, Carrefour a retiré tous les produits russes de certains de ses magasins, je sais pas si c'est tous, mais en tout cas il y a une photo qui circule beaucoup sur Facebook où il y a un magasin où c'est marqué par solidarité avec l'Ukraine, nous ne vendons plus de produits russes. Bon. Moi ça m'a fait tout de suite penser à BDS, la campagne BDS, boycott des investissements sanctions, qui cible les produits israéliens, notamment des colonies, pour essayer de faire changer la politique criminelle et colonisatrice d'Israël, en prenant comme exemple ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud. Donc BDS, il faut savoir que BDS c'est pas des grands magasins, c'est jamais Carrefour ou des grandes enseignes comme ça qui ont participé malheureusement à BDS. Ils en sont bien trop incapables, pas assez courageux. Mais quand il y a des citoyens qui se lèvent pour faire ces boycotts, ils sont attaqués en justice.
Donc là, on a Ah vraiment un oui, deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que tout à fait, tout à fait. comment dire, Quand on boycotte Israël pour ses exactions contre les Palestiniens, là, on n'a pas à voir. on est traité On est stigmatisé. on est traité Antisémite, tout ce que vous voulez. d'atteinte à un pays ami, Voilà. hein, atteinte aux intérêts d'un pays ami. Et c'est Israël qui est l'ami de la France. Et alors que dans le Voilà, cas de la Russie, c'est open bar, on peut censurer tout ce qu'on veut, on peut tout à boycotter tout ce qu'on fait. veut, et c'est même encouragé. Et les médias sont complices dans cette histoire-là, et ça va très loin, parce qu'il y a une sorte de russophobie finalement qui s'installe en France, Mm, mm. dont on n'a absolument pas besoin, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais voilà. En fait, l'État joue avec ça parce que, en fait, il veut monter la population contre la Russie de manière, alors qu'il y a beaucoup de Russes en France, en fait, il faut le dire aussi, et que c'est en fait complètement agiter le drapeau, je dirais, du va-t-en-guerre, hein. D'ailleurs, j'écoutais tout à l'heure, en fait, quelqu'un qui disait, c'est quand même quelque chose de grave, hein, qu'il n'y ait pas un seul candidat aux élections qui veuille proposer quelque chose pour sauvegarder la paix mondiale, mais qu'ils sont tous ceux qui se présentent, ils sont des va-t-en-guerre, alors qu'ils ne voient pas du tout que les États-Unis, s'ils font la guerre, même la guerre économique à la Russie, à interdire de prendre son gaz, de prendre son pétrole, etc. Ils ne se rendent pas compte, mais ils le savent pertinemment, mais ils se battent avec le sang européen. Ils savent parfaitement que quand même la consommation, l'Europe a 40% de ses consommations en gaz et de ses importations en gaz et en pétrole viennent de la Russie et que de toute façon, il n'y a pas d'alternative au jour d'aujourd'hui. À part les Américains veulent leur imposer le gaz de schiste, hein, et le pétrole, qui est extrait aux États-Unis, donc à double ou triple ou quadruple prix. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre alternative. Et les dirigeants européens sont-ils inconscients ou sont-ils juste partants, aveugles ou autistes pour appliquer les consignes américaines? C'est là qu'on se pose vraiment des vraies questions. Alors on peut noter la présence de BHL à Odessa dans les jours qui ont précédé. Exactement. Oui. C'est un peu une boussole qui indique le sud, hein, BHL. On peut se douter que s'il est là dans un camp, c'est que ce camp ne fait pas partie du camp du bien. On peut noter aussi qu'à ses côtés, un des militaires qui l'escorte, c'est un criminel de guerre, hein, qui est connu pour avoir fait des exactions au Donbass, qui a commis des crimes de guerre contre le Donbass, au Donbass, donc des choses assez horribles. Pour clore avec ce dossier sur l'Ukraine, la Russie donc affirme vouloir négocier mais ne transigera pas sur 4 points. Alors est-ce que tu peux nous parler de ces 4 points? Oui, je voudrais aussi revenir sur BHL qui était aussi en Syrie. À chaque fois, il était du côté d'Idlib par moment, il était du côté de Hamouda et donc le nord-est, Hasakeh, etc. par d'autres moments, qu'il est en train de fricoter il a toujours été en train de fricoter avec les Kurdes ou certains Kurdes qui sont dans le nord-est de la Syrie et en train de les pousser aussi surtout à la scission de la Syrie, alors que eux, ils ont toujours affirmé qu'ils sont toujours loyaux à l'État syrien, mais qu'ils ont des revendications spécifiques, etc. Bon, aujourd'hui, alors, je voudrais dire aujourd'hui, à la lumière d'un tas de mouvements de réconciliation et amnistie, etc., de l'État syrien vis-à-vis de tous ceux qui ont participé ou qui ont été dévoyés pour participer dans ces activités contre le pouvoir syrien. Il y a plus de 120 000, 150 000 personnes qui, depuis 5 mois, ont fait leur régularisation, notamment aussi beaucoup dans la région du Nord-Est. Le corps
de cet organisme qui s'appelle FDS, les Forces démocratiques syriennes, qui n'ont rien de démocratique et rien de syrien, mais qui sont dirigées par quelques Kurdes qui sont de Wadi Qandil, en fait, qui ne sont même pas... Wadi Qandil, il existe dans les frontières turques, iraniennes, irakiennes, et ils sont kurdes, effectivement, mais c'est eux qui dirigent ce mouvement FDS, et qui sont complètement manipulés donc par les Américains et qui sont soutenus par les Américains et les Turcs, qui d'ailleurs n'arrêtent pas d'affirmer qu'ils ne veulent pas un État kurde à leurs frontières. C'est pour ça qu'ils envahissent la Syrie. Et puis donc voilà, et cette organisation devient de plus en plus une coquille vide. Et ce qui les pousse d'ailleurs maintenant à pactiser avec les Jabhat al-Nusra et Tahrir al-Sham et toutes les organisations qui sont manipulées par la Turquie, qui se trouvent à Idlib du côté ouest de la Syrie. Donc c'est dire aussi à quel point ces choses sont liées. Dernier point que je voudrais aussi dire, en fait, ce qui était un élément important de la résilience de la Syrie, c'était aussi le fait que... Avant d'aborder la résilience syrienne, j'aurais aimé qu'on clôt un petit peu l'international, si ça ne te dérange pas. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on parlait de la Russie qui affirmait vouloir négocier, et selon 4 points, je vais les lister, comme ça tu pourras les commenter. Donc il y a le désarmement de l'Ukraine. Il y a la neutralité de l'Ukraine sur le modèle de l'Autriche et de la Suède. Mais ça a été refusé déjà par l'équipe de Zelensky. Le fait qu'elle ne sera jamais dans l'OTAN, en fait. L'engagement de ne jamais rentrer dans l'OTAN, effectivement. Et le 4e point, donc la dénazification de l'État ukrainien. Tout à fait, oui. Des membres, pas forcément de premier plan, mais qui sont des néo-nazis, des membres du gouvernement. Et puis il y a les fameuses unités type régiment Azov. Azov, c'est nazi, c'était néo-nazi. D'idéologie néo-nazie qui a fait des exactions, notamment qui a participé au massacre de Dessa et qui n'a jamais été ni arrêté, ni recherché même, et donc encore moins jugé pour ces meurtres horribles. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, la Russie n'arrête pas d'affirmer qu'elle est prête à discuter et que ces 4 points sont la plateforme minimum, et puis on peut discuter après de la suite, même immédiatement. D'ailleurs, je voudrais signaler quand même qu'il y a deux groupes qui discutent là sur les frontières biélorusses entre la Russie et l'Ukraine. Mais bon, Zelensky, on sait qu'il ne décide de rien. C'est un agent, c'est une marionnette, et c'est Biden en réalité qui décide. Voilà. Est-ce que tu crois tu penses que Poutine serait capable de monter, ou en tout cas d'aider une sorte de CNT ukrainien, une sorte de Conseil national de transition, un peu sur le modèle de ce qu'ont fait les Occidentaux en Libye, ou ce qu'ils ont essayé de faire en Syrie? Ça, je ne sais pas, il faut poser la question à Poutine, mais ça, à mon sens, ça ne fait pas partie du tout de son éthique. Mais bon, je n'en sais rien. Enfin, franchement, moi, je ne peux pas dire. On va pas faire en tout cas, la politique d'agression, la politique d'agression des pays de l'OTAN, des pays occidentaux et les États-Unis n'a rien à voir avec une politique de partenariat et de gagnant-gagnant que prêche la Russie et la Chine d'ailleurs. Donc, pour moi, ils n'emprunteront jamais les mêmes méthodes. Mais bon, c'est important de voir, l'avenir nous dira. On va clore ce dossier ukrainien en mentionnant donc, ce que tu me précisais en préparant cette interview, tu me donnais les chiffres. L'armée russe affirme avoir détruit 4000 cibles militaires sur le sol ukrainien, dont des centres d'entraînement de l'OTAN. 30 labos pharma également détruits. Donc probablement des laboratoires qui fabriquent des armes bactériologiques ou virales, ce genre de choses. Absolument. Et donc on peut dire que Poutine a tenté de mettre un holà, c'était l'expression que tu avais, à l'expansionnisme américain via l'OTAN et l'UE. Et moi je te mentionnais en préparant cette interview la déclaration du président du Pakistan, si tu peux nous la rappeler. Qui disait que... Alors, il y a 2 choses, en fait. Il y a le président de la Biélorussie qui disait que l'intervention russe est venue anticiper un complot qui était mené aussi contre la Biélorussie et contre la Russie, qui était
justement de propager des épidémies et de faire propager des armes biologiques, mais aussi un problème qui voulait aussi faire un coup d'État, etc. Il y avait vraiment comment dire, un réel complot qui se tramait contre la Biélorussie et même contre certains dirigeants. Donc, des assassinats de dirigeants. Deuxièmement, tu voulais qu'on parle le président du Pakistan qui a déclaré, je crois. Le président du Pakistan. À qui on demandait en fait de mettre des sanctions et de condamner l'invasion russe et de mettre en place des sanctions contre la Russie. Les Américains veulent mettre de plus en plus de sanctions contre la Russie et puis obliger d'ailleurs tous leurs alliés et les gens qui travaillent avec eux ou les pays qui travaillent avec eux depuis des années à en faire autant. Bon, moi j'apprécie doublement la position du Pakistan parce que c'était un allié des Américains, effectivement. Et par contre, il faut savoir que le Pakistan a douillé dans les interventions en Afghanistan et que c'était aussi une plateforme pour les Américains et qu'ils ont été complètement... pas seulement délaissés, mais ils ont été piétinés, je dirais, dans toute la politique américaine. Ce qui fait que maintenant, tous les alliés des Américains se réveillent et puis trouvent qu'il est important de se mobiliser. On n'est pas vos serviteurs et on ne reçoit pas d'ordre comme ça. Voilà, je crois que l'expression c'était même nous ne sommes pas vos esclaves. C'est encore plus fort que serviteurs. Exactement. Enfin, là, ça dépend peut-être des traductions. Mais... Oui. Et un dernier point quand même, il faut savoir que le Pakistan est un grand pays, c'est un pays nucléaire aussi. C'est vrai. Donc c'est aussi important de voir que le Pakistan s'oppose à la politique américaine qui vise à boycotter et à exercer un embargo sur la Russie et sur les personnalités russes. Il est important de voir d'ailleurs qu'en contrepartie, la Russie a aussi décidé un certain nombre d'embargos contre des personnalités américaines, donc dont Biden, tout le Biden, le Blinken, Lloyd Austin, Hillary Clinton, etc. Donc des personnalités américaines qui ont été sanctionnées par la Russie en retour, je dirais. Ok, alors il nous reste pas énormément de temps pour finir ce site-rep. Il nous reste une douzaine de minutes. Je voudrais quand même reparler de ce point. Qu'est-ce qui a fait la résilience de la Syrie? Voilà, justement. Donc, je vais passer très rapidement sur les autres points internationaux pour qu'on puisse avoir du temps pour la Syrie. Donc, il y a je voulais mentionner. C'est très important de voir que la Syrie avant cette guerre. On n'a pas terminé le panorama international. Donc j'ai juste mentionné comme ça, on va avancer très vite. Evo Morales lance une campagne mondiale pour éliminer l'OTAN. Donc ça c'est une nouvelle qui fait plaisir, qui est réjouissante. Très bien, oui, absolument. Nous sommes tous pour dissoudre l'OTAN, qui est une association de destruction des pays et de malfaiteurs, mais de destruction des pays, effectivement, de destruction massive. Alors, et puis de violation de la charte de l'ONU de manière aussi massive, puisque toutes les guerres qu'ils ont menées de manière systématique contre les pays ont été en dehors de l'ONU et tous les pays détruits. Alors. Tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. Voilà. Donc il y a eu le bombardement également à Erbil, au Kurdistan irakien. Donc c'est un bombardement qui a été revendiqué par l'Iran. Et si je ne me trompe pas, c'était une base qui était connue pour abriter des agents du Mossad, pour parler clair. Une base du Mossad qui est devenue une base d'espionnage, qui est une base d'espionnage et d'agression, etc., contre l'Iran, contre la Syrie, contre l'Irak. C'est une base par laquelle passe aussi, je voudrais rappeler quand même qu'il y a une base américaine aussi dans le nord-est de la Syrie. Le pétrole syrien qui est volé passe par cette base-là pour
c'est la base américaine et la base israélienne à Shedadi et Erbil. Donc, tout ceci, ils sont en voie américain et israélien et turc aussi, disons-le, qui se donnent la main dans cette région d'Erbil qui est devenue un centre de complot, je dirais, et d'agression et d'espionnage et d'agression contre les pays de la région, en fait, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Peut-être était lié à l'assassinat du général Soleimani, peut-être, on ne sait pas, ce centre. Alors, je voudrais dire effectivement cette riposte de l'Iran, elle vient riposter sur un certain nombre de crimes israéliens qui ont été commis, des assassinats de grands chercheurs, des tentatives de destruction ou d'attentats contre des centres nucléaires, Natanz, Fordow, etc., Fordo. Et là, même récemment, il y a eu un attentat qui a été déjoué donc sur le centre nucléaire de Fordo. Karamanshah aussi, il y a eu une attaque contre Karamanshah, et tout ça, c'est parti de ce centre et des Israéliens. Il y a eu une petite coupure, excuse-moi, il y a eu une petite coupure. La première centrale que tu as mentionnée, c'était bien Natanz? Oui. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu une coupure Internet. Oui. Tout à fait. Alors, ajouté aux assassinats de responsables, justement, comme le général Soleimani, mais là, il y a eu l'attaque, la riposte face à la base américaine de Ain al-Assad, en fait, qui a été, dès le surlendemain ou quelques jours après l'assassinat de ce grand général et du général al-Mohandes, Abu Mahdi al-Mohandes. Là, c'est une riposte sur un ensemble d'événements. Je voudrais dire aussi que c'est une riposte de la part du Front de la Résistance, en fait, par rapport aux attaques israéliennes et les agressions israéliennes à répétition contre la Syrie. Donc, récemment, il y a eu 2 grands généraux iraniens qui ont été des consultants qui ont été tués, et puis l'escalade de l'agression contre le peuple palestinien aussi, que les Palestiniens à Jérusalem, les Palestiniens à Naplouse, les Palestiniens à Ramallah et partout dans le rôle de la Palestine, où les gens sont agressés même dans leur lit. Et puis là, ils sont tués à tour de bras, ajoutés à l'escalade dans la maltraitance par rapport aux prisonniers, aux prisonniers politiques, en fait, palestiniens en Israël. On parle de détention administrative, etc. Donc, contre tout ça, nous saluons cette riposte, et je pense qu'elle est très bienfaisante. Tu disais justement, parce qu'on parle de la Palestine, que tu pressentais que pour le 25 mars, qui sera donc le début du Ramadan, il y aura probablement un nouveau mouvement palestinien de résistance il y a effectivement, on pense qu'il y aura une deuxième épée d'Al-Quds, qui est exactement comme l'année dernière, dans la mesure où Israël continue à vouloir occuper les lieux saints, à interdire aux Palestiniens d'aller faire leurs prières dans la mosquée Al-Aqsa. Et le Ramadan, pour les Palestiniens, c'est très important de se réapproprier tous les espaces sacrés musulmans. Et d'ailleurs chrétiens. D'ailleurs, il n'y a pas que des musulmans au niveau des Palestiniens, mais c'est l'ensemble des musulmans et des chrétiens qui doivent pouvoir
accéder librement à tous les lieux saints à Al-Quds, à Alors, Jérusalem. donc je m'excuse à nouveau pour les internautes qui voulaient avoir des nouvelles de la Syrie, et là ça fait 44 minutes qu'on est ensemble. On commence entre guillemets seulement maintenant, mais on en a déjà parlé plein de fois. Quand on a parlé de l'Ukraine, on a parlé de la Syrie, on a fait beaucoup de parallèles. Donc voilà, et là encore, quand on parle des Palestiniens, c'est un peuple qui est frère aussi du peuple syrien, etc., etc. Quand on parle de ce qui se passe en Irak, c'est le même gang militaire qui met à mal l'Irak, qui met à mal également la Syrie. Donc tout est lié. L'Iran, c'est pareil, c'est une grande nation qui vient en aide à la Syrie. Je voudrais juste ajouter un dernier point quand même rapidement avant, par rapport à la Syrie, la résilience syrienne. Il faut quand même savoir que la Syrie, et je l'ai répété à plusieurs reprises, mais les gens ne l'ont pas en tête, c'est que la Syrie en 2010 avait 0 centime de dette, était complètement autosuffisante. Non seulement elle mangeait ce qu'elle produisait, etc., mais qu'au niveau, aussi bien au niveau des médicaments, au niveau de l'alimentation, au niveau des vêtements, au niveau même des usines syriennes produisaient tout ce dont le peuple syrien a besoin, et la terre syrienne agricole produisait tout ce dont on avait besoin. Ça, c'est sous l'impulsion notamment de... Excuse-moi, ça a été mis en place notamment sous l'impulsion, c'est ce que tu me rappelais en préparant cette interview, de Hafez el-Assad, le père de Bachar. Oui, et il avait mis en place également les usines à pain subventionnées, ce genre de choses. C'est très important de le mentionner. Donc ça, c'est aussi sous l'impulsion du parti Baas. C'est un régime de subvention. Le régime Baas qui est un régime socialiste. Donc si tu peux développer un peu. Tout à fait. Et puis qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi que cette capacité de résistance a été due à des silos de grains qui étaient suffisants pour 2 ans, qui étaient dans chaque région de la Syrie, qui ont permis effectivement, malgré la guerre, à tenir bon et ne pas crever de faim. Et par contre, malheureusement, ces silos de grains ont été visés particulièrement par les terroristes aussi. Certains ont été brûlés, d'autres ont été pillés. Le grain qui était dans ces silos était pillé, vendu ailleurs. Les terroristes prenaient le grain, ils le vendaient en Turquie. Et donc, c'était de la même manière que toutes les usines syriennes ont été déboulonnées, transférées en Turquie. Et donc, c'est vrai que la Turquie était la tête de pont de cette agression, puisque les pays de l'OTAN, qui est limitrophe de la Syrie, donc sous les ordres des Américains, la Turquie a vraiment agi en Syrie, a agi en Syrie à sa guise, en faisant des horreurs. Voilà. Et l'objectif, c'est aussi toujours d'affamer le peuple syrien afin de le mettre à genoux et pour violer sa souveraineté et pour les servir et voler la souveraineté du peuple et du pays. Chose alors, du coup, à laquelle les Syriens ont bien résisté avec leur armée, avec leur président. Ouais, c'est ce que j'allais y venir. Et c'est justement cette trilogie très importante à voir, avec bien entendu nos alliés, Hezbollah, et des alliés aussi d'autres partis syriens, mais aussi avec nos alliés russes, avec nos alliés chinois, et là, les alliés iraniens, c'est sûr, puisque c'est nos alliés stratégiques au sein de l'axe de la résistance, les alliés libanais, et puis notre allié dans la guerre antiterroriste, la Russie, et la Chine. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu 16 vétos de la Russie et de la Chine qui ont bloqué une invasion de la Syrie, comme ça c'était malheureusement le cas de l'Irak. Et tu me rappelais en préparant cette interview que c'était la première fois que la Chine opposait un veto dans des négociations comme ça, militaires, enfin diplomatico-militaires. Tout à fait. C'est quand même très notable. Oui, tout à fait. C'était les premières fois où la Chine utilisait le droit de veto. Elle est là depuis longtemps.
C'est très important tout ce que tu as souligné qui explique cette résilience syrienne, parce qu'en fait, on en a parlé peut-être un petit peu vite fait, mais je me rappelle pas dans cette interview, on en a parlé en préparant cette interview. Il y a eu cette fameuse réunion impulsée par Laurent Fabius, je crois. C'était les Amis de la Syrie en 2012. Donc c'était à Paris, et donc il y avait plus d'une centaine de pays qui ont participé. Déjà avant Juppé, pardon. Fabius. C'était ouais, c'est ça. Je me trompe. C'était sous C'était l'impulsion Juppé d'Alain déjà Juppé. avant Fabius. Tout à fait. Mais Merci de me corriger. Fabius a continué parce que ils ont, en fait, bon, il faut savoir, Fabius est arrivé en 2012, c'est ça, avec Hollande. Oui, Ouais. c'est ça. Donc voilà. Bon, donc ça a été Juppé, Fabius, et c'est en fait, ils ont continué exactement dans la même politique d'agression, d'agressivité face à la Syrie, comme quoi. Il n'y a pas de différence entre PS et autres. Hein. Droite et gauche, ils sont tous dans l'OTAN et ils sont tous complices. Alors, pour ceux qui croient encore à une gauche en France, détrompez-vous. Oui, on a vu là même par rapport à l'Ukraine, donc le NPA de Besancenot et de Philippe Poutou appelait à la guerre en Ukraine, enfin appelait à soutenir la résistance contre l'impérialisme russe. Alors qu'en fait c'est l'impérialisme otanesque, on va dire, sous l'impulsion des États-Unis, mais aussi d'Israël. Des États-Unis, mais aussi d'Israël, il ne faut pas oublier Israël, qui a des intérêts en Ukraine, et pas des petits. Tout à fait. Et donc la gauche française est encore une fois dans les choux, et notamment aussi, on va dire, les Verts, comment dire, le candidat à l'élection présidentielle de Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, voilà, son nom me revient. Yannick Jadot, lui, c'est aussi un va-t-en-guerre. Hein, on l'a vu, il a des positions effectivement. De toute façon, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui étaient pour l'état d'urgence, pour le corona. Ce sont les mêmes qui étaient pour la divulgation du vaccin américain, pour que Pfizer, pour la généralisation des tests PCR, pour laisser des banques de données vitales et biologiques à tous ces monopoles pharmaceutiques américains. Donc voilà, ils sont tous dedans, quoi. Alors on peut quand même mentionner à gauche, quand même, il y a une exception, c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi je ne suis pas un pro-mélenchoniste, donc je suis à l'aise pour le dire, parce que voilà, c'est juste factuel, c'est que sur la Russie, il a toujours été partisan d'un dialogue avec la Russie. Donc comment dire, d'une action diplomatique, et sur le dossier aussi de tout ce qu'il y a la folie sanitaire par rapport au coronavirus, les membres de son parti à l'Assemblée nationale faisaient partie des rares qui s'opposaient quand même sur un certain nombre de points. Sur l'OTAN, on peut aussi mentionner, puisque je mentionne certains candidats qu'ils aient eu leurs 500 signatures ou pas, on peut mentionner François Asselineau, qui depuis longtemps milite pour une sortie que la France sorte de l'OTAN. Tout à fait. Et également, je crois, Jean Lassalle, il est sur cette position également, et puis il y en a quelques autres, mais je ne vais pas forcément. Est-il candidat? Ils ne sont pas candidats parce qu'il n'a pas eu ses 500 signatures, François Asselineau. Non, il n'a pas eu les 500, effectivement. Bah oui. Donc, en fait, il y a effectivement des personnes qui sont valables en France, mais on leur coupe le chemin de l'accès à la présidence, même de la candidature, par ces manigances artificielles pour couper vraiment le chemin. Bien sûr. Alors, ça, c'est très important. C'est très important. Ce que je voudrais dire, dernier point, c'est que, en fait, dire qu'on est pour le dialogue avec la Russie, mais c'est pas dans l'intérêt de la Russie, c'est dans l'intérêt de la France. Parce que si on n'est pas pour le dialogue et s'il y a une guerre mondiale qui éclate aujourd'hui parce que l'OTAN ou les États-Unis ne veulent pas ci ou ne veulent pas ça, c'est avec le sang des Européens que les États-Unis combattent. Hein. Donc, c'est en fait, aujourd'hui, le dialogue et la paix sont dans l'intérêt de l'ensemble des peuples de la Terre, hein, mais surtout aussi en première ligne des peuples européens, qui est important quand même de se réveiller et puis de prendre en compte leur propre avenir et leurs propres intérêts, indépendamment des diktats américains. Et c'est lié à la souveraineté, en fait, c'est ça. Et bon, maintenant, on se pose la question, ont-ils les moyens de la souveraineté après avoir tout bradé? C'est une très bonne analyse, je souscris à 100% à ce que tu viens de dire.
Aïssa Armidani, c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup pour tes informations que tu nous apportes toutes les 2 semaines sur la Syrie et au-delà sur la région. Merci beaucoup pour toutes tes analyses géopolitiques. Et je te donne rendez-vous à très bientôt. Voilà, je précise que tu vas peut-être avoir quelques petites indisponibilités pour des problèmes personnels, mais j'en dirai pas plus. Mais on va essayer de garder une certaine régularité. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce Merci qui beaucoup, t'attend. Raphaël, et merci à tous nos amis qui nous suivent. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez tous les sites web. Oui, merci à tous les internautes pour votre fidélité. Au revoir. Merci pour tous ceux qui laissent un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. On vous embrasse bien fort et on vous dit à dans très bientôt. Restez en vie, Et je restez vous souhaite en un bonne bon santé. Ramadan. Exactement, Tous ceux bon qui font Ramadan. le Ramadan. Et puis restez en vie, restez en Il y a bonne lieu santé. le 25 mars, alors. C'est dans quelques jours. Et essayons Dans de 10 rester jours. heureux malgré le contexte international qui n'est pas du tout réjouissant. On sort de 2 années de coronavirus pour arriver dans un contexte international où, si on en croit les Ravron Chaya et autres, la guerre nous pend au nez, en plus de l'Ukraine, en Iran et à Taïwan. Donc j'espère que les va-t-en-guerre ne vont pas l'emporter encore une fois. Donc on va tous prier pour la paix en cette période de Ramadan et aussi de Pâques et de L'avenir Carême. est au peuple. Et de pas que de carême pour les chrétiens. Et de toute façon, il y a toujours des fêtes religieuses dans toutes les Merci. religions. Donc, Oui, ben, il y a le carême maintenant. Oui. C'est en même temps. Hein. tout à fait. La semaine prochaine, c'est cette semaine le carême. Ouais. Merci beaucoup, Aïssa. À bientôt. Ben, de rien. Au revoir à tous. Hein. À bientôt. Et dans 15 jours.